On a de la chance. Merci beaucoup. Alors, après cet exposé, maintenant vous avez une vision générale, j'allais dire, et particulière quelquefois, de l'aspect financier de la commune. Alors, moi je suis un homme de l'économie. Quand je suis en face d'un budget, j'ai l'habitude de regarder le contentieux. Hein, dans toutes les entreprises publiques, privées, etc., on regarde le contentieux. J'ai un contentieux qui ne va pas sur tel point, on change le directeur. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Alors, la première chose que j'ai regardée, c'est le montant des frais de justice. Hein, contentieux, on paye les avocats, les frais de justice, etc., etc., etc. Alors, pour vous éclairer, en 2007, donc il y a 10 ans, les frais de justice, c'était 274 000 euros. C'est déjà pas mal. En 2017, j'ai mon petit bouquin ici, 621 400 euros. Je me suis dit, fichtre, étant avocat, bon. Et je me suis dit, soit il n'y a pas beaucoup de procès et il y a de très grands avocats, soit il y a beaucoup de procédures. Alors je me suis penché évidemment sur le nombre de contentieux, c'est-à-dire de procédures. Voilà comment ça se passe. Contentieux 2014, 2015, 2016, 2017, bien évidemment, hein, seulement 4 ans. Voilà comment ça se passe. Nous avons des délibérations qui sont comme ça. Le conseil municipal a délégué les contentieux à la compétence du maire. Et donc, on ne peut pas voter pour, voter contre, etc. On ne peut qu'être informé. Alors, quand j'ai vu arriver les contentieux qui nous arrivaient, je me suis quand même posé des questions. Pour vous donner une idée, 2014, 119 contentieux nouveaux. 2015, 135 contentieux nouveaux. 2016, 164 contentieux nouveaux. 2017, 130 contentieux nouveaux. Comment ça faire? En 4 ans, 548 procès nouveaux. Alors, je réfléchissais, moi, devant ce genre de choses, en me disant, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Quand vous regardez, par exemple, la présentation du PLU, pas moi qui l'ai rédigé, ni Lucien Castronovo, on vous explique, que la ville d'Aix perd des habitants depuis l'année 2000. On était 148 000 habitants à Aix, on est l'année dernière 142 500, plus 3 000 étudiants qui dorment ici 6 mois par an. Bon. On a un départ depuis 2000 de 12 000 jeunes actifs. Hein, les gens qui ont la trentaine, qui sont en petit couple, qui commencent à avoir un gosse, parce que, faute de trouver un logement à leurs mains, ils sont obligés d'aller habiter dans les 50 km alentours. Bien. Donc, baisse de la population, fuite, j'allais dire, des jeunes, conséquence directe, nous sommes la ville de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui a le coefficient de vieillissement le plus élevé après Menton. D'accord. Donc, lorsqu'on regarde... Médaille d'or. C'est dans la présentation du PLU. Hein, je veux dire, il m'est arrivé 40 fois en 4 ans de faire des exposés demandés par des concitoyens aixois. Et à un moment donné, les premières fois, on me disait, mais c'est pas possible. Et alors maintenant, je viens toujours avec ma présentation du PLU et je dis, si vous voulez des photocopies, je peux vous les donner. Bon, donc, dans une commune comme celle-là, en perte de vitesse, j'allais dire que dans la présentation du PLU, on termine en disant, la ville d'Aix a perdu, du fait de cette évolution, sa capacité d'être une ville-centre. D'accord? Bon, les gens ne le savent pas ici. Donc, lorsque je vois une ville j'ai envie de dire, en baisse, comme celle-là, je me dis les contentieux, hein, bon, et bien pas du tout. 548 contentieux en 4 ans, ce qui fait une moyenne de 137 contentieux par an. Alors, un jour, je vois dans les contentieux une masse de contentieux en matière d'urbanisme. Donc, des gens qui font des procès en matière d'urbanisme. Je dis, mais c'est pas possible. Je pose la question à l'adjoint à l'urbanisme. Je lui dis, mais comment ça se fait que vous avez autant de procédures en matière d'urbanisme? Et il me dit, mais non, monsieur, en matière d'urbanisme, nous, on a 20% de procédures d'urbanisme, comme dans toute la France. Ah bon, excusez-moi.
Alors, j'ai eu la curiosité, bien sûr, pour vous, de faire les additions. Sur 548 nouveaux procès en 4 ans, 320 en matière d'urbanisme. Ça fait 58,5%. Les principaux domaines de procédure, urbanisme. Ensuite, espace public, 12%, 12,5%, puis les expulsions, 11,8%, puis les dommages et intérêts. Alors, en 2 mots d'explication, l'espace public, vous allez quelquefois place des quarts d'heure. Vous avez tout compris. Bon, sauf que je peux expliquer la place des quarts d'heure parce que c'est incompréhensible, mais peu importe. Les expulsions, la ville ne veut pas faire de zones spécifiques pour l'arrêt des gens du voyage, quand ils passent par là. Et donc, ils s'installent un peu n'importe où. Et vous avez des demandes d'expulsion qui sont faites par des gens, par toutes sortes de personnes. Bon, les dommages et intérêts, ça c'est autre chose. Il y a une collection de dommages et intérêts, de demandes de dommages et intérêts qui sont faites par des gens qui tombent à cause du mauvais état des chaussées. Et je dois dire que le lieu, je vous le dis, le plus dangereux, alors allez-y mou, c'est le petit marché qui se trouve derrière l'ancienne poste, à côté de la mairie. Et là, vous avez un nombre de chutes invraisemblable. Bon. Un jour, il y aura la chute du maire, peut-être, je ne sais pas. Bon. Donc, non, je retire. Donc voilà, en ce qui concerne les contentieux. Alors, je me suis dit, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et je me suis dit, il faut voir comment dans les autres communes, ça se passe. Alors, quelles communes? Bon, j'ai pris des communes plus grosses. Commune de Marseille. Ça va, elle fait 6 fois Aix. Hein. Bon. De juin 2016 à juin 2017, 136 procédures. Une de moins que nous. Bon. J'ai regardé en matière d'urbanisme, 20%. Bordeaux, 2 fois Aix. D'accord? Là, c'est, très franchement, c'est original. Et c'est intelligent. Pourquoi? J'ai ici la déclaration de M. Juppé, maire de Bordeaux. En 2016, 213 litiges. En 2015, 205. En 2014, 133. Litiges. J'y reviens. Urbanisme, 19%. Bon. Pourquoi litige? Parce que Juppé, je le cite, a créé, il a dit, les conseils de quartier, ici, depuis 2002, bon, et les instances consultatives sont autant de moments d'échange et de dialogue sur le territoire bordelais. Afin d'améliorer la relation de proximité entre Bordelais, administration et élus, j'ai mis en place depuis plusieurs années un service de médiation. C'est-à-dire que lorsque je vous disais litige, en 2016 par exemple, il y a eu 213 litiges qui sont réglés par le bureau des médiations. Donc les gens viennent, ils discutent, mon permis, pourquoi il n'y a pas ça, pourquoi il y a ça, etc. Si bien que les procédures sont epsilon. Bon. Dialogue, proximité, c'est comme ça. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est. Alors, ce qu'il en est au niveau général. Et vous avez des procès qui sont assez caractéristiques de la gestion, j'ose à peine employer ce terme, de la ville d'Aix-en-Provence. Vous avez par exemple, on a vu arriver les vélos. Alors les vélos, si pour les Aixois qui s'en souviennent, la commune avait mis des vélos en location dans un certain nombre d'endroits, et c'est la société Deco qui avait placé ces vélos. Chose curieuse tout de même, dans toutes les villes de France, c'est Deco ou ses collègues qui paient pour installer leurs vélos. Et c'est normal, ils occupent l'espace public, ils louent leurs vélos, donc ils payent une redevance à la commune. D'accord ? Et bien là, c'est la commune qui payait Deco. Il faut quand même le faire. Bon. Et c'est tellement la commune qui payait Deco qu'à un moment donné, ils se sont disputés. Le contrat a été rompu par la commune et Deco a signé devant le tribunal administratif en disant « c'est pas normal, mon contrat devait durer tant d'années, je devais toucher tant tous les ans, ben donc tant tous les ans multiplié par le nombre d'années égale... » plus le chiffre d'affaires, 3 529 341,29 €. En fait, c'est ce que demandait Deco. C'est ce que demandait Deco. Et le tribunal, normal, lui a alloué 1 911 340 €. Bravo pour la gestion de l'espace public.
allez, espace public, je ne peux pas résister. Sur les quarts d'heure, vous avez vu, c'est une place publique. Et c'est juridiquement une place publique. Et donc on arrive à cette aberration que les établissements qui sont installés sur les quarts d'heure ont installé leurs terrasses sur la place publique. Alors, j'ai posé la question en séance publique. J'ai dit, mais est-ce que la commune encaisse des loyers? Normal, hein, un bistrot qui a une terrasse, on lui demande de payer au mètre carré, etc. Non, parce qu'ils sont dans une situation illégale. Ah, je dis, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Rien. Et là, Madame la maire me répond, c'était il y a 3 ans, on va leur mettre des amendes. D'accord. Il imite bien. Et oui, pardon, mais c'était comme ça, quoi, je veux dire. Et vous avez un employé municipal, sympa comme tout d'ailleurs, qui est allé distribuer des petites amendes à tous ces braves gens, et on leur a collé 110 000 euros d'amende. Dur, hein. Mais en 3 ans, tous réunis, ils ont payé 10 000 euros. Bon. Alors j'ai posé la question, et j'ai dit, mais ils ont payé 10 000 euros d'amende, donc il en est dû au moins 100 000. Qu'est-ce que vous faites? Vous bloquez les comptes hein? Je dis, bon, moi, c'est mon métier. Hein. Et elle me répond, non, je ne veux pas leur faire d'histoire, ils ont des salariés. D'accord. Donc, un exemple, la Traviata, par exemple, avait installé tout un système sur les quarts d'heure. La ville a dit, oh, mais c'est pas normal. Et elle l'a attaqué en référé, procédure d'urgence devant le tribunal. Et la Traviata a dit, mais pourquoi vous me cassez les pieds? Ça fait 3 ans que c'est comme ça. Et donc, effectivement, le tribunal, par une ordonnance rendue le 13, a refusé de faire droit à la demande de la ville en estimant que l'urgence n'était pas caractérisée. C'est normal. Bon. Il y a des avocats quand même, hein. Ouais. Vous savez, sur le cours Mirabeau, vous avez au 57 cours Mirabeau, vous avez un petit établissement qui s'appelle Ice-T, qui a demandé l'autorisation de mettre 4 tables à l'extérieur. Visiblement, il n'avait pas une bonne bouille. La ville n'a même pas répondu. Et donc le bonhomme a attaqué, et il a estimé, en comparant avec ses confrères, il a estimé son préjudice, donc le chiffre d'affaires non réalisé, à 120 000 euros par an. Depuis novembre 2011, on en est à 738 000 euros. Ça, c'est les procédures. Avouez avec moi que... Bon, hein, d'accord. Quand on regarde le contentieux dans un établissement comme ça... Et puis alors, on a vu arriver un certain nombre de réflexions plus originales encore. Comme vous le savez, la loi a créé la métropole, et la loi a donné à la métropole, si vous voulez, dans la réflexion légale, la circulation. Le parking, par définition, il est logique de l'amener de façon globale. Bon, globale, quand vous pensez que les jeunes dont je vous parlais tout à l'heure, 12 000 jeunes actifs, ils arrivent en voiture le matin, hein. Donc ils habitent dans les 50 km, ils viennent en voiture le matin, il faut qu'ils se garent, ils viennent bosser. Bon. Donc la ville a dit, oh là là, on va pas laisser faire ça, et les parkings qui appartiennent à la ville et qui sont gérés par la CEMEPA, on va les faire acheter par la CEMEPA. La CEMEPA, Société d'économie mixte de la ville d'Aix. Bon. Alors les parkings étaient estimés à 113 millions, et puis après on a parlé de 65 millions. Résultat, piut, avorté. Le préfet a dit non, c'est la loi. Ah bon, d'accord. Idem en matière de logements sociaux. Les logements sociaux, pareil. Vous avez des communes dans lesquelles il n'y a pas de logements sociaux. Ici, on est au-dessous du quota de logements sociaux. Vous avez une gestion des logements sociaux qui est quand même un peu curieuse quand vous pensez que, tiens, au moment où je vous parle, il y a une conférence qui est en train de se faire par un de mes confrères sur les charges demandées par les locataires à l'office d'HLM. Bon, 3 millions de charges indues. D'accord? Donc, actuellement, bon, la procédure est en cours, mais ça va tourner autour de cette chose-là. Qui plus est, et Lucien Castronovo vous le disait tout à l'heure, on est à 19% de logements sociaux au lieu de 25%. C'est-à-dire que vous, moi, nous payons 1 100 000 euros, 1 100 000 euros par an d'amende, parce qu'on n'a pas le système. Et puis alors, vous avez des idées encore plus géniales, le canal de Provence. Alors, canal de Provence, c'est une curiosité historique.
Chacun, évidemment, en sortant de la ville d'Aix, a vu les aqueducs, les vieux aqueducs qui sont autour de la ville. C'était le canal de Verdon qui, parce que la ville a construit ces aqueducs, livrait de l'eau à la ville, et cette eau arrivait dans les bassins de Sainte-Trope. Bon, 1865, on commence à discuter le coup, bon, avec le département, etc. On finit de discuter 1955, ça va. Bon. Et 1955, donc, le canal de Verdon disparaît, le département prend la livraison de l'eau à la commune d'Aix et aux autres communes, et Henri Mouret, maire à l'époque, a une idée remarquable. Hein, on peut le dire entre nous. Il dit, ben écoutez, au lieu de nous racheter, il était conseiller général en même temps, au lieu de nous racheter les aqueducs, l'eau que vous nous livrez à Sainte-Trope, vous la faites gratuite. Super. Le département ne dépensait rien. La ville d'Aix avait l'eau gratuite à Sainte-Trope, qui était le bassin de l'époque. Maintenant, il y en a d'autres, mais bon. Et donc, on a vécu avec cette gratuité qui a fait que l'eau d'Aix-en-Provence était l'une des moins chères de France. Et pour cause. Quand on vous livre l'eau gratuitement et que vous la vendez à vos concitoyens, vous n'avez pas besoin de leur faire payer cher. Bon. Mais comme il y a une frénésie de vente dans cette mairie qui est quelque chose d'absolument invraisemblable, on a... alors, après le département, c'est le canal de Provence qui a pris la suite et qui a continué à assurer la gratuité. Le bassin de Sainte-Trope représente 40% de l'eau distribuée sur la commune. Bon, donc on avait 40% de l'eau qui était gratuite. Eh bien, on a fait cadeau cette gratuité au canal de Provence qui a essayé depuis des années et des années. Moi, j'ai assisté déjà à une conversation en 1978 avec le maire de l'époque. Bon, dont j'étais à l'époque adjoint, j'étais bien jeune. Hein. Bon. Et Canal de Provence essayait de racheter, parce que c'est son affaire, très bien. Ben, on a fini par leur dire, allez, d'accord, 12 millions. C'est ça? Non, c'est 15. 14,9. 15 millions, c'est ça. Sauf que, dans la délibération qu'on nous a soumise, les services ont fait le calcul de ce que ça allait nous coûter de payer l'eau dans l'eau des bassins de Sainte-Trope par an. 2 409 010 euros. C'est-à-dire que dans 6 ans, c'est-à-dire que vous et moi, nous allons commencer à payer plus cher cette année l'eau qui est distribuée, et dans 6 ans, le canal aura fait une affaire remarquable. Bon. Voilà le genre de procédure que je trouve un peu anormale. On a été relevé d'ailleurs par la Chambre régionale des comptes, hein, en matière de, Lucien Castronovo, vous le disiez, en matière de vente, de cession immobilière. La ville a vendu l'hôtel de Caumont, que tout le monde connaît. D'ailleurs, on a vendu l'hôtel de Caumont qui a été revendu, donc 4 ans plus tard, le double. Ça va bon. Alors, oui. Il y a eu la même chose de Beau-de-Provence. Par contre, la ville des Beaux-de-Provence, quand ils ont voulu revendre, a attaqué. Voilà. Ils n'ont pas laissé faire. Là, ils attaqueront pas, là. Nous c'est pas pareil. Et qui plus est, entre le compromis et l'acte de vente, il s'est passé 1 an. Et pendant cette année-là, la ville a payé la réfection extérieure de l'hôtel de Caumont. Bon, 1,7 million. Et oui. Imaginez, vous vendez un appartement à quelqu'un et entre le compromis et la vente, vous faites une rénovation complète. Ça va? Bon, sympa. 1,7 million. Ok. Et lorsque les gens sont entrés dans les lieux, bon, ils ont payé, d'accord. Et puis la ville leur a dit, le 1,7 million en question. Oh non, on va pas discuter de ces choses. Enfin, on va pas mégoter. Ça a été ça. Et au bout du compte, il y a eu une négociation. La ville a dit bon, ben, on va faire une procédure. Ils ont négocié. Et au lieu d'1,7 million, ils vont payer en plusieurs annuités 800 000 euros. Oui, voilà. Bon. La Chambre régionale des comptes a estimé quand même. Les cessions immobilières ont été analysées et elles ont révélé des graves errements. 8 recommandations. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai envie de dire les anomalies. Et puis, il y a des anomalies un peu plus... Ça, c'est joli. Voilà. En 2014, au conseil municipal, on voit arriver une délibération
qui nous dit la ville paie 1 300 000 € de travaux pour aménager un ancien terrain de foot qu'on va sacrifier et qu'on va consacrer à l'établissement des industriels forains quand ils viennent à Aix. Les industriels forains, vous savez, la fête foraine avec les énormes machines. Les chalets. C'est pas le petit forain du marché qui vend ses tomates, hein, d'accord? C'est les industriels forains. Bon. Très bien. Et je vois passer ce genre de choses. Et puis, quelques mois plus tard, on voit arriver au budget les coûts de... comment appelle-t-on ça? Les coûts du marché de Noël. Au marché de Noël 2014, moi j'y étais pas encore, et je m'aperçois, en regardant ce qu'il en était, que les gens dans leur petite cabane, ils payent pour le mois 3 650 €. Bon, on trouve que c'est beaucoup, pas beaucoup, etc. Et devant eux, vous avez les énormes manèges qui appartiennent aux forains. D'accord? Et eux, pour le mois, ils payent 460 €. Alors, j'ai commencé à trouver ça curieux. Bon. Et j'ai commencé à poser des questions. Et il s'est passé quelque chose qui, n'est-ce pas, je le dis, qui, depuis quelques années, arrive à devenir presque, allez, on va dire hebdomadaire. Nous trouvons dans nos boîtes à lettres, moi, ma boîte à lettres professionnelle, sa boîte à lettres à la maison ou à la mairie, des pièces dont, très franchement, je n'imaginais même pas qu'elles existaient. Et lorsque j'ai vu arriver ça au départ, un avocat, c'est toujours, hein, je me suis dit, c'est pas possible. Bon. Alors voilà, les pièces que quelqu'un m'a fait passer dans ces conditions-là, de façon parfaitement anonyme, et visiblement quelqu'un de la mairie. Je vous donne un exemple. 2014, ben voilà, vous êtes au courant. 2015, il y avait une commission d'attribution des petits stands pour le marché de Noël, et les fonctionnaires m'invitent dans cette commission. En général, quand ils m'invitent dans la commission, c'est que c'était pas clair au départ. Je demande évidemment que les choses soient claires, que les postulants soient présentés de façon anonyme, dans des chemises anonymes, etc., et qu'on voit les produits. Bon, très bien. Et ça se passe comme ça. Et ça se passe pas mal. Et je m'aperçois que un certain nombre de gens commençaient à envoyer les pieds. Et je reçois des documents. Alors ces documents, moi, je vous les montre, ils sont là. Et je reçois des documents de qui, très franchement, je ne sais pas. Mais voilà par exemple une lettre que je reçois dans cette enveloppe. Je garde les enveloppes, hein. Il n'y a pas de lettre d'accompagnement, qui dit, ça c'est le 16 juin 2016, Madame la maire, depuis que l'opposition participe à la commission d'attribution des marchés de Noël, nous nous trouvons défavorisés et rejetés, connaissant les amitiés que nous avons avec la municipalité en place. Bon. Et c'est l'association des forains du Sud. C'est l'association des industriels forains. C'est signé par un monsieur qui s'appelle Monsieur Dubois. Et je reçois un peu plus tard une lettre qui est envoyée par la ville à la société Chalet et Animation, qui fait la mise en œuvre, qui fait la location des petites cabanes, la mise en œuvre, d'accord, le montage. Et curieux, non? On m'explique que cette société Chalet et Animation, au moment où on a fait l'appel d'offres, elle était toute seule à répondre. Je suis à la commission d'appel d'offres, je n'ai pas vu passer le dossier. Non, il n'a pas vu passer le dossier, et elle est dirigée par un monsieur Dubois. C'est le même nom que le président de l'association des forains du Grand Sud. Bon, très bien, très bien. Et je reçois, alors c'est impressionnant, et je reçois une autorisation d'occupation du domaine public qui date de 2005. Ça va, on n'y était pas, hein. Elle est signée par l'adjoint de l'époque, qui est toujours adjoint, mais pas la même chose, et elle attribue un kiosque dénommé Carrousel Gourmand,
sur la place des combattants d'Afrique du Nord, voilà ce qui était joint, durant une semaine à l'essai, etc., etc., puis ensuite il serait implanté. Et alors c'est accordé à un monsieur Dubois. C'est impressionnant. Et, mais je vous assure, tenez, je peux pas faire mieux. Je reçois ça, d'accord? Ça, c'est l'enveloppe d'une lettre envoyée à monsieur Alain Joissin. L'original, hein? Bon. Et la lettre, c'est une lettre qui demande un rendez-vous au maire et qui dit, suite à l'entrevue que nous avons eue ce jour avec monsieur Joissin, qui est notre ardent défenseur, nous nous permettons de solliciter, etc., etc. Bon, voilà. Curieux. Alors, et ce qui est encore plus curieux, c'est une lettre alors de 2012, mais qui permet de comprendre un certain nombre de choses, adressée à l'adjoint de l'époque, qui s'occupait des marchés publics, etc., et qui lui dit, cher ami, je vous fais parvenir la liste des 10 chalets sur 49 qui ont été attribués gracieusement aux industriels forains dans le cadre du marché de Noël 2012, etc., etc., etc. Voilà. Alors, quand je reçois tout ça, inutile de vous dire que je pose des questions, j'écris au maire, et je m'aperçois que la délibération que nous avons votée, qui comprenait une convention d'installation pour les forains, convention fort bien faite, elle n'a pas été signée par les forains. Mais ils sont rentrés dans les lieux. Hein. Et pendant 3 ans, ils ont occupé les lieux qui sont sur la route de Carrefour, là-bas, sans rien payer. Donc, d'un côté, ils ne payaient pas. Bon, d'un autre côté, par contre, comme il n'y avait personne pour prendre les compteurs d'électricité et d'eau, c'est la ville qui a payé l'électricité. Donc, quand ils occupent là-bas, vous avez 150 ou 200 énormes machines, vous avez des gens qui habitent dans dans des cabanons qui sont sur place, et vous payez, moi aussi, l'eau. Bon. J'ai quand même trouvé qu'il y avait quelque chose de curieux. On va dire ça comme ça. D'accord? Et j'ai posé les questions. J'ai posé peut-être un peu trop de questions. Le maire m'a répondu en me disant que c'est vrai. La formule était magnifique. En me disant, j'ai dit, mais enfin, ces gens, ils ont aménagé dans les lieux. Si c'est votre locataire qui signe pas le bail, il rentre pas. D'accord? Bon. Et elle me dit que c'est vrai que c'est problématique, mais qu'on va pas tarder à arranger ça. Bon. Alors, ils ont arrangé ça effectivement, parce que j'ai reçu le 9 avril 2018, c'est pas vieux, non, j'ai reçu en avril 2018 un mot de l'adjoint compétent qui me dit, avouez qu'on va finir en souriant, dans le cadre de ma délégation d'élus au marché de Noël, etc., vous avez participé au choix des exposants en votre qualité de membre de la commission de sélection pendant plusieurs années. Cette année, en accord avec Madame la maire, pour que d'autres élus et représentants de notre ville participent à la vie de la cité, nous avons décidé de renouveler partiellement les membres de la commission de sélection des candidats aux Nuits d'Aix et au marché de Noël. Je tiens à vous remercier tout particulièrement de votre investissement au sein de cette commission pendant des années et des années, etc. Et alors, le renouvellement partiel, inutile de vous dire, il n'y en a qu'un qui a changé, c'était moi. Et donc, j'ai écrit à l'adjoint en le remerciant. Je lui ai quand même, parce qu'il n'avait pas la connaissance de tout, je lui ai quand même envoyé un certain nombre de correspondances. La correspondance dans laquelle on disait que depuis que l'opposition participe à la commission, nous sommes défavorisés et rejetés connaissant les amitiés, etc. Et l'autre qui indiquait que les forains avaient accès à ces cabanes de façon gracieuse, c'est-à-dire qu'ils ne payaient rien. Bon. Alors c'est vrai qu'ils font cadeau à la commune, aux enfants malades, 4 000 euros. Mais 4 000 euros, s'ils payaient le loyer, ils payeraient 12 000 euros dans l'année. En 3 ans, ils auraient payé 36 000 euros. Mais ils ont fait cadeau quand même 4 000 euros aux enfants malades. D'accord, voilà. Voilà un petit peu le type de choses. Alors, pour la toute petite histoire, parce que c'est vrai qu'une chose comme ça ne peut pas... Ah oui, j'ai trouvé ça dans ma boîte à lettres. Encore un. Ah mais c'est extraordinaire. Ah oui, ça n'arrête pas. Oui, oui. Et ça, c'est un dossier. Mais Lucien vous dira qu'on a... Oui, il y a bien une dizaine de dossiers identiques qui nous arrivent probablement par des fonctionnaires communaux qui trouvent que
La neutralité de l'argent public, c'est quand même... D'abord, c'est notre épine dorsale, à nous. Et ensuite, voilà. Et là, j'ai compris. C'est une espèce... C'est un texte du mouvement radical, que je ne pouvais pas connaître, bien évidemment, qui date du mois de novembre l'année dernière, au moment où les radicaux de gauche et les radicaux de droite se sont réunis pour faire un seul mouvement radical. Bon. Et les amis radicaux, donc visiblement, la personne qui m'a envoyé ça était radicale. Sinon, c'était difficile que je reçoive ça. Bon. Et il y a un certain nombre de choses qui sont expliquées, et on indique que le compte rendu est rédigé par Michel Bailly-Maître. Alors, ce monsieur Michel Bailly-Maître, c'est le vice-président de l'association des forains. C'est monsieur Dubois. Et alors, pour agrémenter le tout, bien évidemment, on m'envoyait les photographies des participants. Voilà l'ambiance. Au premier degré, je m'arrête là, on sourit. Au deuxième, on n'a pas vraiment envie. Mais, pour vous informer complètement, j'ai appris qu'une enquête était en cours sur ce type de dossier. Mais voilà. Peut-être que le lanceur d'alerte ne sera pas... Le lanceur d'alerte, je ne sais pas qui c'est. On espère qu'il sera retrouvé. Voilà. Mais visiblement, ce doit être tout de même quelqu'un de proche, parce que pour m'envoyer l'enveloppe d'une lettre reçue par M. Joassin, il faut quand même... C'est pas le service lambda qui peut m'envoyer ce genre de choses. Voilà. Bon. Vous savez tout sur les questions que j'avais à traiter. Avant de vous donner la parole et vous la prenez très librement, je voulais juste... vous comprenez que notre souci, c'est... Parce que la gestion de l'argent public doit être une chose sérieuse, parce que c'est l'argent public. Ouais. Ça doit être sérieux. Il n'y a pas de captation possible de l'argent public ou de détournement à des fins personnelles, privées, intéressées ou marchandes. Et la démonstration vient d'être faite de ce qui se passe dans cette ville. Or, quand on nous présente les budgets, pour revenir sur le point de départ, on nous présente des budgets de type comptable. Vous avez vu, vous avez des tableaux, il y a des chiffres, on rentre, ça sort, etc. Le problème, c'est quel usage on fait de cela. Entre la présentation comptable d'un budget et les choix politiques qui sont faits, il y a... c'est là que se marquent les différences, on va dire, politiques. Hein. Je vais juste vous donner deux choses, parce que ça fait réfléchir. Et encore une fois, je suis issu, il y a longtemps, de la vie associative, et j'ai vu ce qui se passe dans les quartiers. J'ai estimé à environ 40% les dépenses de la mairie dévolues au centre-ville, qui ne compte que 10% de la population, c'est-à-dire 15 000 habitants. Ce qui veut dire que les 60% restants de ce qu'on dépense, c'est pour 9 dixièmes de la ville, soit 130 000 habitants. Là, il manque de la justice, il manque de l'équité, il manque de la prise en compte des véritables attentes et demandes et besoins. Parfois, les gens ne demandent pas grand-chose, juste une aide pour faire fonctionner une structure qui fédère du monde autour d'eux et qui les sauve parfois du désespoir. La deuxième, il y a ce qu'on appelle la politique de la ville. Vous savez, c'est l'ANRU, c'est-à-dire une politique de l'État cofinancée par la région et les communes pour rénover des bâtiments, pour créer un petit peu de lien social et autres. Et donc, j'ai retrouvé donc les chiffres de 2015. Donc, je vous le lis sur la pauvreté. La population de ces quartiers, de par leur définition même, est fréquemment touchée par la pauvreté. Ainsi, le territoire du Pays d'Aix, sur le territoire du Pays d'Aix, il faudrait dire dans, mais bon, en français, on n'est pas sûr, les taux de pauvreté donc se situent à 37%. Je vous donne le détail. Pour Besson, le taux de pauvreté, c'est 45%. Pour Corcy, c'est 42,6%. Pour Ancagnane, 38,8%. Et pour Jas de Bouffan, 33,7%. Ces problèmes de pauvreté, évidemment, sont juste un fil d'une pelote beaucoup plus large. C'est les problèmes de santé, les problèmes de dérive des jeunes, la délinquance, c'est la perte d'un emploi, c'est la dissolution des familles, c'est tout ça.
Et j'ai donné le chiffre tout à l'heure des 40% et des 60% pour bien montrer qu'il y a des quartiers quand même à l'abandon. J'ai envie de terminer un peu avec le sourire, parce que j'adore la langue française, de vous dire que je n'hésiterai plus à qualifier Marie Joissaint de la mère des riches et des triches. Et des triches. Oui, au fond, c'est ça aussi. Donc, voilà, merci. Alors, si vous avez des questions, vous en posez.